atelier où il va être question de commerce équitable avec un certain nombre d'intervenants que je vais vous présenter immédiatement. Émilie Sarrazin, qui est l'ancienne présidente de Max Havelaar France et qui est au comité des standards de Fairtrade International. Donc, elle va nous expliquer ce qu'est Fairtrade, ce qu'est le comité des standards et les enjeux du commerce équitable en général. Jean-Pierre Tesser, qui est le responsable du pôle qualité et achat de la cuisine centrale de Bordeaux-Mérignac. Et enfin, Charles Tellier, qui est le fondateur du cabinet Sobigreen, qui est un spécialiste de l'accompagnement des filières agroalimentaires, en particulier sur le cacao et le café. Donc je vais tout de suite, et moi je vais me présenter, Vincent David, donc je suis l'actuel président de Max Havelaar France. Donc je vais tout de suite donner la parole à Émilie pour qu'elle nous explique en gros ce qu'on entend par commerce équitable, ce que fait Fairtrade International. Alors en France, c'est assez connu sous le nom de Max Havelaar, mais dans d'autres pays, la plupart du temps, ils ont pris le nom de Fairtrade. Et tu nous expliques donc ce qu'est le commerce équitable, ce que fait Fairtrade et toi, ton rôle dans le comité des standards. Ok, tout ça en combien de temps? Bonjour tout le monde. Là, on a la lumière dans la figure. On vous voit pas, mais c'est pour ça qu'on est un peu froncé comme ça. Donc, tu m'as présenté. Je suis au comité des standards de Fairtrade International. Donc, Fairtrade en anglais, ça veut dire commerce équitable. Alors, qui ici connaît Max Havelaar? Vous avez le droit de ne pas connaître, hein, c'est possible. C'est pour ça que vous êtes là, d'ailleurs, peut-être. Et qui connaît le commerce équitable? Qui pense qu'il connaît le commerce équitable? Ok. Donc le commerce équitable, c'est un concept qui est né dans les années 80, on va dire, pour raccourcir sur l'historique à peu près, qui a pris son essor dans les années 80 pour les produits qu'on vend, qu'on achète dans les pays qu'on dit du Sud ou les pays pauvres et qu'on va consommer plutôt dans les pays du Nord, donc les pays riches, comme le café, le chocolat, la banane, le thé, pour donner quelques exemples concrets. En fait, si on reprend à l'origine, on va prendre l'origine du mouvement Fairtrade. Il y avait un prêtre ouvrier qui était avec des producteurs de café dans le Chiapas, au Mexique. Et il vivait avec eux. C'était sa façon d'être prêtre et de jouer sa fonction. Et il a été là quand il y a eu la fin des accords cadres du café qui régulaient le prix au niveau international du café. Et en 6 mois, il a vu tout ce que ça faisait quand il n'y avait plus de régulation du prix du café, c'est-à-dire que les producteurs de café ne savaient plus combien ils allaient être payés le lendemain. Et donc, ils ne pouvaient plus investir sur la suite. Déjà, ils n'avaient peut-être pas forcément de rémunération suffisante pour se nourrir et acheter ce dont ils avaient besoin, mais aussi pour leur activité agricole. Et puis, ils ne pouvaient plus s'engager sur la suite. C'est-à-dire, je veux changer un outil, je ne peux pas emprunter parce que je ne sais pas si je pourrais le rembourser, parce que je ne sais pas si finalement j'ai une garantie de revenus sur la suite. Et donc, il a eu l'idée. Ce que j'ai oublié de préciser, c'est que ce prêtre ouvrier était néerlandais. Ça va être beaucoup plus simple pour la suite. Et il a eu l'idée de dire, moi j'ai des contacts aux Pays-Bas et ce que j'aimerais bien, c'est trouver un acheteur aux Pays-Bas qui garantisse un prix en dehors du prix du marché international. Et pour que ce soit un prix avec un volume suffisant, on va garantir que les producteurs eux-mêmes vont être assemblés dans une coopérative, une organisation gérée de manière démocratique, à qui on garantira un prix et qu'on garantira sur une période donnée. Et cette idée, c'est l'idée du commerce équitable. Et comment le consommateur pouvait savoir que ce produit avait été acheté dans ces conditions? Il fallait mettre un signe. Et donc, ils ont dit, on va mettre un label. Alors aujourd'hui, on voit des labels tout le temps, donc on ne se rend pas compte que c'était une innovation à la fin des années 80, dans les années 90, de mettre un label sur un produit pour garantir des critères. Et ce label, ils ont décidé de l'appeler Max Havelaar, parce que aux Pays-Bas, Max Havelaar, c'est un personnage de roman très connu, comme Jean Valjean, ici. À part que nous, on ne connaît pas. Mais on a gardé quand même Max Havelaar jusqu'à présent sur l'organisation. Donc cette initiative aux Pays-Bas s'est étendue à beaucoup de pays, notamment en France en 1992. Et aujourd'hui, il y a 25 ONG comme ça qui, dans les pays consommateurs, font la promotion de ce label. Ces associations se sont organisées ensemble. Elles ont dit qu'il y a des métiers qu'on peut faire finalement ensemble. On n'est pas obligé de les faire chacune de notre côté. Comme définir ce qu'est un prix minimum garanti pour le café, pour le chocolat, pour la banane. Eh bien, on va créer une organisation internationale qu'on va appeler en anglais Fairtrade, donc Fairtrade International. Et là où je me trouve aujourd'hui, en tant qu'experte, je suis au comité des standards
de Fairtrade International. Donc c'est l'endroit où on est les représentants de toutes les parties prenantes et on définit les changements, les évolutions, les améliorations sociales et environnementales et les nouveaux prix équitables dans les cahiers des charges. Ça va, c'est pas trop technique, vous avez à peu près suivi. Donc ce qui est intéressant dans ce mouvement, et c'est un mouvement innovant pour cela, c'est la gouvernance, c'est-à-dire que nous sommes 3 experts, 2 experts représentants des pays du Nord. Il y a 3 experts représentants des producteurs des 3 continents, dont un pour l'Amérique latine, un pour l'Asie et un pour l'Afrique. Merci. Et on a 2 représentants d'entreprises engagés dans le label et enfin un représentant de travailleurs syndicalistes. Et donc à 8, quand on nous fait une proposition et on décide ou pas de prendre la décision si l'ensemble des 8 est d'accord avec la décision. Donc il s'avère que cette semaine, j'ai le comité des standards demain, après-demain et de vendredi. Et on va décider du nouveau prix minimum garanti pour le cacao, qui vous intéresse, comme si j'ai bien suivi. Et c'est issu d'une longue consultation avec l'ensemble des producteurs et l'ensemble des entreprises, parce que les entreprises doivent dire aussi si elles sont capables de payer ce prix plus élevé, si leur modèle économique va pouvoir se maintenir malgré ça. Et puis les associations dans les pays du Nord qui disent si les consommateurs sont prêts à payer un prix plus élevé, si elles sentent comment elles sentent ce qu'on appelle le marché, mais la consommation. Et à partir de là, on essaye toujours de monter les prix. Donc là, si tout se passe bien, on devrait augmenter le prix de 20% par rapport au prix actuel, étant donné le contexte dans lequel on est. Et en ayant vu que le prix actuel est bien mieux que le prix du marché, le prix garanti par Fairtrade, mais ne garantit pas encore un minimum de revenus décents pour l'ensemble des producteurs, notamment de Côte d'Ivoire et du Ghana, qui sont les principaux pays consommateurs. Les producteurs, merci de suivre. Combien d'entreprises engagées et combien de produits sont labellisés ? Alors, combien ? Du coup, j'ai pris mes petites notes pour les chiffres. C'est vrai que quand finalement, c'est parti d'un prêtre néerlandais au Mexique et aujourd'hui, on en est où ? Donc maintenant, c'est les chiffres de l'année dernière. On a 1900 organisations de producteurs et de travailleurs à travers le monde qui sont impliquées dans le label Fairtrade Max Havelaar, et ce qui représente plus de 2 millions de producteurs dans le monde et de travailleurs. En termes de pays, il y a 140 pays où il y a des ventes, où on peut trouver des produits labellisés Fairtrade. Et il y a 2500 entreprises qui sont engagées avec le label. Donc ça peut aller d'une entreprise qui va ne faire que du commerce équitable, ou alors une très grande entreprise qui va avoir un produit en commerce équitable. Dans le choix de ce que nous avons fait, c'est que notre gouvernance, comme le comité des standards au niveau international, c'est une assemblée générale où il y a 50% de voix pour les producteurs et 50% de voix pour les pays consommateurs. Et les producteurs, ils disent, nous, il faut que vous nous trouviez... Enfin, on est très contents des critères que vous nous proposez, des conditions commerciales que vous nous aidez à avoir, et on veut qu'il y ait un maximum de marché avec ces conditions-là. Donc, des fois, vous, les Français notamment, on me l'a déjà dit, vous êtes beaucoup trop citoyens, vous posez la question de telle entreprise ou telle entreprise, vous posez la question de pas en supermarché ou en supermarché, mais nous, on est producteurs et on veut vendre là où il y a des gens qui achètent. Et donc, s'il vous plaît, vous ne posez pas trop de questions. Donc, on discute beaucoup avec les producteurs et ça fait vraiment partie de ce que tu pourras aussi raconter, de ce mouvement qui est passionnant puisqu'on discute à la fois avec des producteurs, des personnes engagées comme moi, militantes, des entreprises qui sont soit engagées, soit qui trouvent que c'est une part de marché intéressante, mais qui, du coup, proposent des volumes aussi pour leurs consommateurs, avec des collectivités territoriales qui viennent nous soutenir, comme on pourra voir après. Et ce mouvement-là, c'est vraiment un mouvement citoyen. C'est pour ça que ça fait maintenant, si je commence à ça fait 20 ans que je suis engagée dans ce truc, au fur et à mesure. Et toi, je crois que ça fait pas mal aussi dans cette histoire. Merci beaucoup, Émilie. Alors, je vais donner la parole à Charles parce que donc, toi, Charles, tu accompagnes des producteurs au Ghana, enfin, notamment au Ghana et en Côte d'Ivoire sur le cacao, mais aussi sur le café dans d'autres pays. Et alors, toi, tu n'es pas forcément un acteur du commerce équitable, mais tu accompagnes les filières sur leur durabilité. Et quelle complémentarité tu vois avec le commerce équitable et quels sont les manques éventuellement, quoi ? Merci.
Du coup, Sobigreen, nous, on est spécialisé en structuration de filières agricoles. Et donc, on travaille soit en conseil en stratégie sur l'approvisionnement durable, soit on déploie sur le terrain des activités de durabilité. Donc, on touche toutes les thématiques de durabilité, de la lutte contre la déforestation, à la remédiation du travail des enfants, à l'autonomie financière des femmes, à la traçabilité, tous les sujets qui sont clés et structurants, on y travaille. Donc, par rapport à... En sachant que ça, ce sont des critères qui sont inclus dans le commerce équitable, dans les standards de Fairtrade. Exactement. Toutefois, par rapport à la fiche, on va dire, de Fairtrade, on va dire, le sujet, ça a toujours été le prix. Quand on parle avec le producteur, c'est le prix. Le prix Borchamp, donc le prix Borchamp, c'est le prix d'achat au niveau du producteur, ou la prime en plus du prix Borchamp. Et depuis quelques années, je ne sais pas si vous avez vu, suivi, mais les cours du cacao ont atteint des niveaux historiques. Donc là, on pourrait se dire, naturellement, si le cours augmente, le producteur, son prix augmente. Et en fonction des pays, si on prend la Côte d'Ivoire par exemple, le prix est régulé. Il est régulé par rapport à des ventes en termes de marché à terme. Il est régulé par l'État ivoirien. Exactement. Par contre, on a des pays qui sont dérégulés. Donc on a le Cameroun. Et étonnamment, on a des prix Borchamp de 5 000 francs CFA le kilo en Cameroun par exemple. Ça veut dire à peu près 7 euros le kilo. Donc ça fait 7 000 euros la tonne. Alors qu'en Côte d'Ivoire, on aura 1 800 francs CFA, ce qui fera à peu près un peu moins de 3 euros. Donc un peu moins de 3 000 euros la tonne. Simplement sur un même cacao. Je passe le côté origine, je passe le côté qualité, mais en termes d'ordre de grandeur, c'est important. Par contre, du coup, je me pose la question du commerce équitable en tant que tel, sur la redistribution de la valeur ajoutée, mais aussi en termes de prix pour le producteur. Finalement, on a atteint les objectifs qui étaient proposés peut-être il y a 4 ans, 5 ans par Fairtrade, où on avait des prix Borchamp qui étaient demandés à 3 500 euros la tonne. Aujourd'hui, on a 7 000 euros. Donc, est-ce que c'est du commerce équitable? Ça, c'est un point d'interrogation. Et aussi, on a d'autres acteurs, type Nestlé, par exemple. Nous, on déploie le projet accélérateur sur le terrain, qui est un projet disruptif. C'est-à-dire qu'on touche beaucoup de sujets à impact. Et littéralement, on a de l'impact. C'est-à-dire que moi, j'en ai jamais vu avant. Autant d'impact avec autant de moyens financiers. Mais est-ce que ça rentre dans le commerce équitable? C'est un point d'interrogation. Et au final, par rapport à la question globale, je ne sais pas si c'est le commerce équitable qui influence la consommation, ou plutôt c'est les consommateurs dans le cacao et café qui vont influencer le commerce équitable. Voilà. Là-dessus, sur cette question-là, clairement, c'est le rôle d'une ONG comme Max Havelaar France, en tout cas en France, et c'est pareil pour nos homologues dans les autres pays. Nous, notre enjeu, c'est de faire connaître la démarche par des actions dans les universités, dans les magasins, avec les autres ONG. Par exemple, on était dans un collectif, là c'est sur une autre filière, c'est sur le textile, mais on est dans un collectif d'ONG qui se bat contre la fast fashion. Voilà, nous, notre rôle, c'est de faire connaître le label, faire connaître la problématique des producteurs du Sud, mais aussi du Nord, j'y viendrai tout à l'heure, et donc de faire en sorte que les consommateurs se préoccupent du prix qui est payé aux producteurs en amont. Parce qu'évidemment, pour beaucoup de marques qu'on achète, l'origine du produit, le prix qui est payé au producteur n'est absolument pas transparent. Donc nous, notre rôle, c'est de faire connaître la démarche et de faire en sorte que les consommateurs fassent pression sur les marques et les distributeurs pour qu'il y ait de plus en plus de produits équitables. Mais c'est en permanence un aller-retour. En revanche, l'offre, elle existe. Il y a comme disait Émilie, il y a des millions de producteurs qui voudraient vendre leur récolte au prix du commerce équitable. Le problème, c'est qu'il n'y a pas suffisamment d'importateurs, de transformateurs, de distributeurs et au final de consommateurs qui acceptent de payer le prix du commerce équitable. Donc il y a un aller-retour entre la production, donc en partie ton travail d'appuyer les producteurs et le rôle aussi de Fairtrade d'appuyer les producteurs pour qu'ils fassent des produits de qualité et qu'ils soient payés correctement pour ces produits, et en aval, des consommateurs qui demandent ces produits. C'est un aller-retour sans cesse, quoi. Et là, aujourd'hui, avec la hausse des prix du marché, en fait, on voit beaucoup d'acteurs en Europe, des chocolatiers, des artisans, qui souffrent. Et donc la question du commerce équitable sur cette partie-là, elle est très intéressante à aborder, parce que du coup, c'est compliqué. Le coût de l'argent, il faut des lignes de crédit, un contexte économique qui est particulier. Donc finalement, le baromètre qui est parti sur le producteur pendant longtemps, maintenant, juste à côté de chez nous, au bout de la rue, on peut avoir un acteur qui a besoin d'être soutenu sous la thématique du commerce équitable. Oui, sur la question du prix, c'est en effet une question qu'on a. Il y a deux volets. Il y a le contexte du cacao international, en se disant, du coup, nous, on peut augmenter le prix minimum garanti, puisque le prix est actuellement payé très haut.
Mais dans quelle mesure on a déjà eu des phases de prix payés très haut et après des chutes très bas. Donc, comment on peut augmenter de manière à ce que ça reste un prix qui soit une sécurité pour les producteurs, mais en même temps qui fasse que les entreprises puissent continuer à exister, comme vous le dites, c'est-à-dire qu'elles puissent continuer à payer ce prix-là. Et il faut toujours se poser la question pour pas se dire il y a une entreprise, c'est vous avez cité les artisans, mais il y a aussi Unilever, qui est une des plus grosses entreprises agroalimentaires au monde. Et en fait, notre panel d'entreprises, c'est celui-là. C'est comment on fait pour que le prix qu'on augmente, ce soit une nouvelle sécurité, mais qu'en même temps, les entreprises qui sont prêtes à acheter continuent à acheter. Et des fois, on doit, en tant qu'ONG, tenir ce rôle de titilleur, notamment pour les grandes entreprises qui disent des fois mais le prix là il est trop élevé, on ne sait pas si on va y arriver. On dit attendez, alors vous êtes une très très grande entreprise, je ne vais pas citer, mais une grande entreprise de chocolat, vous nous dites que le prix minimum garanti est trop élevé pour vous, mais quelle est la marge que vous avez, combien vous rémunérez vos actionnaires. C'est un choix que vous êtes en train de faire en termes de modèle économique, de ne pas augmenter plus haut le prix de vos fournisseurs. Donc, si vous voulez utiliser le label Fairtrade, nous resterons à ce prix-là et nous continuerons à l'augmenter tout en entendant ce que vous dites et n'augmentant pas trop pour que vous puissiez suivre et continuer à exister et à être d'accord pour utiliser ce label. Donc, cette question, elle est importante. La deuxième question, c'est les coûts. C'est-à-dire que le prix, il est calculé sur les charges, les coûts de production. Et on a entendu notamment avec l'Ukraine les coûts qui augmentaient, qui descendaient. Et nous, alors on fait comment on prend quel prix? Est-ce qu'on prend les coûts quand on est en version haute ou est-ce qu'on prend les coûts quand on est en version en disant bon, ça va être au milieu, mais ça va changer? Et en fait, c'est pas si évident de juste dire, c'est juste pour montrer la complexité que vous soulevez, c'est que c'est pas juste évident de dire on va payer un prix minimum garanti, parce qu'en fait, il y a beaucoup de données qu'il faut intégrer et ensuite on fait des choix en sachant que notre prix, au final, il n'est pas parfait, mais c'est là où c'est l'accord entre toutes les parties prenantes que je vous ai citées tout à l'heure. Donc après, de savoir si c'est du commerce équitable ou pas du commerce équitable, j'ai peut-être pas suffisamment appuyé. Il y a la question du prix et du revenu sur un long terme. Il y a la question de la prime de développement donnée à l'organisation de producteurs. Donc je vous ai parlé des organisations. Et pourquoi les organisations de producteurs, pour nous, c'est important? Parce que pour être sur un marché, quand on est un producteur de bananes tout seul, on ne peut pas se défendre face à un négociant. Mais quand on est un groupe et qu'on se professionnalise qu'on peut embaucher un acheteur, on va pouvoir obtenir en dehors du fair trade même des meilleurs prix sur les marchés. Donc l'organisation, elle est importante et on demande à l'acheteur de donner une prime de développement à l'organisation de producteurs pour qu'elle se renforce, qu'elle puisse faire aussi des projets sociaux, environnementaux et commerciaux pour l'ensemble de ses adhérents et la communauté dans laquelle elle est. Le troisième volet, c'est la question des pratiques environnementales. Dans les années 80, c'était vraiment sur la question socio-économique, comme je vous l'ai expliqué. Mais très vite, on s'est aperçu qu'il y avait beaucoup d'agriculteurs qui passaient au bio. Et finalement, comme tu le disais, il y a 70% des produits Fairtrade qui sont aussi bio. Et dans notre cahier des charges, on a tout un pan sur la question, sur le respect de l'environnement et notamment la question de la déforestation est d'un sujet qui nous a pris pas mal de temps l'année dernière au comité des standards. Donc on a aussi ce volet. Et le dernier que je n'ai pas dit mais qui est implicite, c'est la question sociale. Au sens, du coup, les producteurs Fairtrade respectent des conditions sociales qui peuvent être à un moment donné pas si évidentes que ça. Quand on dit en Inde, il n'y aura pas de discrimination. D'accord, dans les organisations de producteurs. Mais vous voyez que juste dire ça, c'est déjà amener une innovation, un changement dans une façon traditionnelle de vivre et pousser vers un meilleur accès aux droits à un certain nombre de personnes. L'égalité femmes-hommes, la lutte contre le travail des enfants, c'est aussi toutes ces conditions sociales qui sont intégrées dans le cahier des charges, qui fait au final en moyenne plus de 200 pages, si jamais vous voulez aller regarder, mais qui est accessible sur Internet. Avant de donner la parole à Jean-Pierre, s'il y a des questions sur la partie pays du Sud, prix, si vous avez des demandes de précision. On va vous passer un micro. Non, Charles, il y a un micro qui se dit. Vous parliez des différences, comment dirais-je, payées aux producteurs du fait, j'imagine, de taxes mis par certains gouvernements, où j'ai mal compris la différence entre les deux pays.
où ça allait du simple au double. Hein, donc, Si tu veux, Charles. Je vais essayer de le faire simple. Mais en gros, aujourd'hui, on va dire, je donne un exemple. Hein, c'est pas vraiment aujourd'hui, mais la Côte d'Ivoire vend des contrats d'export pour la campagne 26-27. Donc elle vend aujourd'hui 10 000 tonnes à un prix fixé à la bourse. D'accord ? La Côte d'Ivoire, c'est le premier producteur de cacao au monde. Ça représente 40% de la production mondiale. Et si on ajoute le Ghana, ça fait 60% de la production mondiale. Et Nigeria, Cameroun, ça fait 70% de la production mondiale. Donc on a quand même une grosse concentration en Afrique de l'Ouest. Donc la Côte d'Ivoire... Avec des paysans qui gagnent très très peu d'argent. Donc ils vont vendre à terme leur contrat. Et la veille de la saison officielle, donc le 1er octobre, ils vont regarder ce qu'ils ont vendu. Ils vont faire une moyenne. Ils vont réduire 30%, à peu près 40% par rapport à leurs charges pour payer les exportateurs, différents acteurs de la filière. Et ils fixent le prix Borchamp. Donc le prix il est régulé. Et l'idée, c'est de ce qu'on appelle une caisse de stabilisation. C'est qu'en fonction des bonnes années ou des mauvaises années, on protège le prix. On régule le prix par rapport aux producteurs. Donc dans les bonnes années, on met des provisions. Ça, c'est en théorie. Et dans les mauvaises années, on pioche dans la provision pour stabiliser les prix. On a d'autres pays, type le Cameroun, le Libéria, où le marché il est dérégulé. On achète du cacao, on achète une pomme de terre, c'est pareil. Donc ça veut dire qu'on a même un prix fixe qui est recommandé, mais ce n'est pas fixé par l'État parce que l'État n'est pas vendeur. Donc à partir de là, on a des disparités. Et si le prix demain du cacao il chute, le producteur au Cameroun il sera affecté. En Côte d'Ivoire, il ne sera pas affecté. Voilà. Donc, en ce moment, pour le coup, comme tu disais, le prix du cacao est extrêmement élevé. En revanche, pour le producteur, il n'y a pas de différence. D'où l'enjeu du commerce équitable. Quoi. En Côte d'Ivoire, il a évolué par rapport à la saison précédente et par rapport à l'autre saison. Donc chaque année, ça monte un peu. Par rapport au prix international, non. Et du coup, on voit beaucoup de cacao qui partent de Guinée, de Libéria, qui provient de Côte d'Ivoire. Mais du coup, là, on est décorrélé du marché régulé. Donc, voilà. Mais au final, c'est toujours le producteur qui est le moins bien rémunéré dans toute cette chaîne. Donc nous, notre travail, c'est vraiment de faire en sorte que les coopératives de producteurs touchent un prix correct et une prime de développement pour investir dans la santé, dans l'éducation. C'est vraiment ça le rôle du commerce équitable. Vas-y, je t'en prie. Non, je veux dire, c'est les mêmes problématiques qu'on peut avoir en France sur les chaînes de valeur. Et qu'on avait avant un prix fixé sur le lait, au moment où on a enlevé les quotas, on a eu le même problème. Voilà, donc c'est toujours, il y a des bons systèmes, des mauvais systèmes. Voilà. Merci beaucoup. Je vais tout de suite donner la parole à Jean-Pierre pour que tu nous expliques ce que vous faites dans la cuisine centrale de Bordeaux et quel est votre engagement vis-à-vis de l'alimentation durable et du commerce équitable en particulier. Bonjour, donc je vais rapidement présenter un petit peu la cuisine centrale de Bordeaux-Mérignac. Donc on est un établissement public, on fait à peu près 3,8 millions de repas à l'année. On a un budget, et ça c'est important le chiffre que je vais vous donner, de 25 millions d'euros, dont la moitié est attribuée à la denrée alimentaire, donc ça représente aux alentours des 12 millions d'euros. Donc au niveau des achats, au niveau de la cuisine centrale, l'ensemble de mes collaborateurs, quand on les a recrutés, alors 23 000 repas par jour, ce qui fait les 2,8 millions de repas à l'année. En gros, on traite 12 tonnes de marchandises par jour. Donc on est quand même sur du gros volume. Je reviens donc en fait quand... Réexplique peut-être qui sont entre guillemets tes clients. Alors mes clients, oui. Ah oui, ça me paraît évident. Les clients, ce sont les enfants des écoles de Bordeaux et de Mérignac, les seniors de Bordeaux et de Mérignac, les agents municipaux sur la ville de Bordeaux et de Mérignac. Donc ce qui fait les 23 000 repas jour. Donc les enfants, ce sont tout ce qui est établissement donc, du secteur primaire, maternel et élémentaire. Au niveau des achats, on a regroupé le pôle qualité achat parce qu'on s'est dit à un moment ou à un autre, on ne peut pas dissocier les deux. Pourquoi ? Parce que je gérais la qualité en amont et après les achats, on rentrait dans du litige a posteriori, donc c'était compliqué. Donc on s'est dit on va fusionner les deux. Et donc je gère une équipe de 5 personnes avec des ingénieurs en sécurité alimentaire et une ingénieure en agronomie. Et on s'est dit à un moment ou à un autre, il va falloir qu'on réfléchisse sur qu'est-ce qu'on rentre dans notre établissement, comment on le rentre, d'où il vient. Pourquoi ? Parce que j'ai pas mal de jeunes et se posent beaucoup de questions sur manger autrement. Au-delà de l'aspect sociétal où on voit que dans la population française, on développe le manger autrement. On s'est dit comment on va travailler. Donc on a émis en fait ce qu'on appelle une politique, une stratégie achat qui est basée sur 5 grands principes qui vont vous paraître d'une évidence, mais ce n'est pas toujours évident dans la restauration collective. Le principe de saisonnalité. Bien sûr, pas de tomates en hiver, ça paraît évident, mais on trouve même de la tomate bio sous serre chauffée. Donc ça, c'est un peu aberrant, mais on en trouve en Bretagne. Donc, préservation des ressources naturelles, on va travailler sur une agriculture biologique.
Ensuite, un principe important, c'est le principe de l'équilibre matière. Quand on achète à un producteur, on n'achète pas n'importe comment, on s'engage sur des volumes et sur notamment une bête, une carcasse en entier, parce que si j'achète que des parties avant, la partie arrière, eh ben, elle est dévaluée, parce qu'on sort des gros volumes et il ne sait pas le vendre, donc il dévalue sa matière. Un autre grand principe qui est celui de notion de circuit court. Alors dans les marchés publics, puisqu'on est établissement public, on travaille avec des marchés publics. Donc le circuit court, c'est pas comme on peut l'entendre dans les médias, j'achète à côté, j'achète en fait au plus proche du producteur, avec un minimum d'intermédiaires. Donc je peux acheter de la Mirabelle de Nancy, c'est un circuit court. Mais on s'est dit, c'est pas suffisant. Il faut travailler aussi avec un circuit dit de proximité. Et dans les marchés publics, je ne peux pas citer une origine géographique d'un produit, sauf s'il est sous label type IGP et autres. Donc on s'est dit, on va travailler sur ces grands principes-là. Et on a rajouté aussi un principe qui était celui de la juste rémunération, parce qu'on était parti sur le premier produit, parce qu'on ne fait pas très peu de cacao et de café, même si on en fait un peu pour les enfants, on fait un peu plus de bananes. Et avec le développement du commerce équitable Nord-Nord, on s'est dit, à un moment, on va travailler avec un principe qui est celui de la juste rémunération. Auparavant, on était dans nos marchés publics avec un critère qui était déclaratif quand on était dans le Nord, sur l'achat Nord, avec des coopératives, des groupements de producteurs qui s'engageaient à nous justifier que le producteur était correctement rémunéré, ce qui était difficilement justifiable parce que la chaîne des valeurs n'était pas évidente à prouver de leur part. Et puis est arrivé donc le commerce équitable Nord-Nord, ce que tu parleras, je pense, un petit peu après. Et là, on est parti sur de l'engagement auprès de coopératives et de production. On est arrivé avec des chiffres assez intéressants, puisque en 2024, l'ensemble de nos achats ont représenté 66% de produits issus de l'agriculture biologique, 15%, alors tout ce qui est commerce équitable est bio chez nous, 15% sont donc issus du commerce équitable, donc nord-sud, ça va être le cacao, mais surtout la banane, quelques agrumes. Sinon, tout le reste, c'est l'ensemble de nos viandes et nos fruits et légumes qui sont commerce équitable nord-nord. Derrière, on s'est posé la question aussi sur la localisation. Donc, on est à peu près à 50% sur une... alors, j'aime pas utiliser le mot localisme, mais on est sur du loco-régional. On est sur un critère qui est développé par Ecocer, puisqu'on est labellisé en cuisine, donc avec un label qui définit donc une régionalisation des achats, qui est l'ancienne région Aquitaine, l'ancienne, parce que la nouvelle région Aquitaine, c'est un quart de la France, donc ça ne veut plus rien dire. C'est donc l'ancienne région Aquitaine et quelques départements limitrophes. Et donc on est à peu plus de 50% d'origine, donc ancienne région Aquitaine. Et sinon, globalement, on est sur du 100% France, sauf les produits, bien sûr, exotiques. Alors pourquoi on est parti sur du commerce équitable? Moi, j'ai été marqué il y a un an, on est parti ensemble avec Vincent. On est parti en Côte d'Ivoire parce que j'ai été invité avec Max Avelard à rencontrer donc, des coopératives agricoles. Et un truc qui m'a marqué énormément, au-delà de la juste rémunération, ça a été la prime. On était dans des villages de producteurs. On a vu que cette prime, elle était donc redonnée à des collectivités, avec des groupements de producteurs ou à des communautés, avec des projets qui étaient décidés par ces communautés, qui allaient donc dans l'éducation, la santé, l'accès à l'eau, l'électricité, des choses simples. Hein. Un taxi de brousse pour une ambulance, parce que quand vous avez en pleine brousse quelqu'un qui présente une pathologie, doit rapidement se rendre dans un hôpital, il faut traverser la brousse, donc l'achat d'une ambulance, une maternité, sachant que le truc qui m'a le plus choqué, ça a été lors de l'accouchement, la mortalité assez importante des mamans et des enfants. Donc de créer donc une maternité. Donc je suis revenu vraiment marqué par ce voyage. Et je me suis dit qu'au-delà donc de ce qui pouvait se faire dans le sud, dans le nord, cette prime elle existe aussi. Elle aide les coopératives à se déployer. Alors bien sûr, ils ne vont pas acheter des taxis en brousse, ils ne vont pas développer des maternités, mais ça va aider des coopératives agricoles à se développer. Ça va ramener en fait donc certains emplois aussi, comme on dit paysans, c'est-à-dire qu'on ramène des jeunes avec des emplois en agronomie auprès des producteurs. Donc en fait, vous retissez en fait ce tissu qui disparaît. On parle toujours de désertification rurale, et là on remet des emplois dans des régions qui sont désertes. C'est-à-dire que vous n'avez que des producteurs et vous n'avez rien autour. Si vous remettez des emplois de certaines personnes, de jeunes, vous allez créer des foyers. Des foyers, vous créez de l'accès à l'école parce qu'il y a des enfants. Donc on maintient de l'emploi, on maintient aussi une population dans des zones rurales. Et en fait, on se dit, mais tout cet argent, parce qu'on disait, ça coûte un peu plus cher. Mais qu'est-ce que ça me coûte? Ça me coûte, je parle de centimes. Alors, c'est vrai, quand on parle de repas, le prix d'un repas, c'est à peu près, en denrées alimentaires, en moyenne 2,8 € et quelques. Donc, on est des centimiers. Mais qu'est-ce que 2 centimes le kilo de banane, comme 2 centimes la viande, par rapport à l'achat que je vais avoir? Ça va représenter que dalle dans l'assiette d'un enfant, le surcoût. Par contre, vu que j'achète à peu près
allez, presque 30 tonnes de viande de porc, 50 tonnes de viande de bœuf, toutes ces centimes, ça va être quelque chose qui va être réintroduit auprès des coopératives. Et on s'est vraiment posé la question, c'est est-ce qu'on continue? Donc moi j'avais des objectifs, parce que j'ai des élus qui ont un mandat politique assez fort sur Bordeaux et sur Mérignac, qui était d'amener sur du bio, mais du bio le plus local possible, et d'aider aussi à la conversion du bio. Et à un moment, quand on avait commencé à mettre des critères de juste rémunération qui étaient sur du déclaratif, puis des critères de juste rémunération avec du commerce équitable, justifiés par des labellisations, on s'est dit, on va se mettre un objectif. On est parti, on était à 5, 6, 7. Et en 2024, on a fait 15% donc, de production ici du commerce équitable en bio. C'est quelque chose qui, on peut le dire, oui, c'est une politique qui a un coût, mais ce coût, il pourrait être justifié. On est en train de travailler avec un cabinet Vertigolab, parce que je vois qu'une personne est présente. Ils sont d'ailleurs sur un stand, j'ai vu qu'ils étaient juste à côté. Un cabinet pour justifier un petit peu que cette politique, elle a un intérêt. Elle a un intérêt pourquoi? Parce que derrière, on va réinjecter des deniers publics sur un territoire auprès de coopératives agricoles. Ça va être des emplois primaires, les producteurs, ils se développent, ils vont créer de l'emploi directement, mais des emplois secondaires, c'est ce qu'on discute avec donc, justement, le cabinet Vertigolab sur ce qu'on appelle l'impact catalytique. C'est-à-dire que ça redescend, c'est en fait ce qu'on utilisait, vous savez, il y a une personne en haut de l'État qui a parlé de ça redescend, le ruissellement. Ben, nous, on essaye de le faire au niveau de la région. On essaye de le faire au niveau de la région, le ruissellement. Et ça marche bien, notre ruissellement, mieux que certains. Voilà. Donc, pour dire que ce commerce équitable, ce n'est pas juste un label qui dit il y a juste une simple rémunération supplémentaire, il y a une juste rémunération en fait, d'une réelle production et qui va être justement correctement rémunérée. Il y a aussi derrière cette prime qui est importante et il y a aussi cet engagement que l'on a pour justement se dire que cette production agricole, elle a le mérite d'exister, il faut la soutenir et on s'aperçoit qu'avec ce justificatif-là du commerce équitable, on peut le justifier auprès de n'importe quelle personne qui peut vous amener à vous dire mais ce n'est que, un peu comme le bio, les gens qui vont défrayer qui vont allumer le bio, qui vont dire parce que le bio, oui, nos grands-pères faisaient du bio, mais c'est du vent. Non, il y a quand même un intérêt et c'est justifié, il y a des contrôles, des labellisations avec des contrôles derrière qui se font et c'est pas n'importe quoi. Donc derrière, on a pu le montrer que cet impact est assez important, puisqu'une coopérative, par exemple, qui est en Dordogne, a commencé avec une vingtaine de producteurs, et passé à 60, ils sont 180 producteurs. Ils en vivent, même si parfois en ce moment le bio est difficile, ils sont en commerce équitable, ils en vivent. Et cette prime, justement, leur a permis de travailler sur le développement d'un outil de transformation pour ne pas être dépendant de grosses structures. Parce que, vous savez, maintenant on parle de coopératives, mais il y a des grosses structures comme... Alors Socopa, qui sont des coopératives, mais qui sont en fait des coopératives que de nom, mais qui sont là pour phagocyter des petites coopératives. Ils arrivent à résister justement à ces grosses coopératives parce qu'ils arrivent à injecter de l'argent dans un outil dont ils sont propriétaires. Et ils maîtrisent en fait la chaîne de l'élevage, la transformation, ainsi que la distribution. Donc il y a tout un intérêt de travailler avec ce modèle économique. Alors des gens vont vous dire oui, ça nous coûte plus cher. Alors le groupe, pour le chocolat, on se doute bien qu'il y a derrière. Et bien sûr, il y a des actionnaires. Alors nous, établissement public, on ne va pas rémunérer des actionnaires. On est là pour bien gérer les deniers publics et remettre ce que l'on a en dépenses publiques dans l'assiette des enfants et des seniors. Et donc, on se doit de se dire que l'assiette, elle est correctement garnie, mais elle est correctement garnie, correctement transformée chez nous, mais correctement achetée auprès des producteurs. Merci beaucoup Jean-Pierre. Pour repréciser, en fait, dans les acheteurs du commerce équitable, il y a les particuliers, bien entendu. Il y a les collectivités territoriales et en particulier ce que fait Jean-Pierre. Et il y a aussi tout ce qui est restauration, ce qu'on appelle restauration commerciale. Donc il y a plein d'acteurs qui peuvent consommer des produits équitables, mais le rôle des collectivités, il est essentiel. Nous, on a créé un programme qui s'appelle Fertile pour valoriser les collectivités qui s'engagent dans le cadre de leurs achats publics à promouvoir des produits du commerce équitable. Et Jean-Pierre et la cuisine centrale de Bordeaux-Mérignac ont été lauréats de ce programme. Et avant de vous redonner la parole, je voudrais donc juste expliquer que, comme vous l'avez compris, comme Émilie l'a expliqué, Max Havelaar, évidemment, initialement, historiquement, et le cœur de son activité, c'est d'appuyer des producteurs dans les pays du Sud. Mais depuis quelques années, Max Havelaar France a lancé des référentiels avec des producteurs du Nord, comme tu l'expliquais. Donc on a lancé notamment avec des producteurs d'Occitanie, la brique rose. Donc c'est du lait qui est proposé dans les cantines scolaires d'Occitanie,
et du lait qui est produit par des producteurs d'Occitanie sur les référentiels Max Havelaar de commerce équitable. On fait la même chose avec des producteurs de Cotentin. Et puis là, on est en train de lancer des filières sur les lentilles, sur le blé. Donc les référentiels existent en France. Après, il faut trouver les acheteurs. Donc c'est ce que je disais tout à l'heure. L'offre, il faut la faire exister et la certification, il faut qu'elle puisse exister. Bien sûr, la certification, elle est pas faite par Max Havelaar, elle est faite par des contrôleurs extérieurs. Il y a le COFRAC derrière. Enfin bon, c'est quelque chose qui est très indépendant. C'est pas de l'autodéclaration parce que vous avez aussi beaucoup de labels qui sont autodéclaratifs. Nous, on est hyper carré là-dessus. Mais une fois que les producteurs sont identifiés, que les référentiels existent, il faut des acheteurs pour se lancer dans le prix équitable, pour faire un minimum de marketing pour proposer ces produits. Et c'est vrai que les premiers qui s'engagent, ce sont surtout des collectivités locales. Donc votre rôle est absolument essentiel. Il nous reste 2-3 minutes. Si vous avez des questions, des demandes de précision, des commentaires, des ajouts, la parole est à vous. Alors moi, je pose une question. En tant que particulier, qu'est-ce qui vous freine, si ce n'est pas le cas, à consommer des produits équitables ? Parce que dans les déclaratifs, les gens déclarent qu'ils veulent, qu'ils consomment équitable, mais ensuite, nous, on a les comment dirais-je, les chiffres des distributeurs et il y a quand même un fossé entre le déclaratif et les achats réels. Donc c'est toujours intéressant de savoir quels sont les freins à l'achat équitable, quoi. Ouais. Désolée, c'est encore moi, je suis la seule à parler. Je dois être la plus vieille, hein, c'est peut-être pour ça. Moi, en fait, c'est la distance qui me pose problème. Parce que je suis plutôt pour le local, donc je n'achète pas de bananes, par exemple. Bon, le chocolat, c'est plus difficile, mais on m'en offre. Voilà. Merci, très bonne réponse. Jean-Pierre ? Alors, vous pouvez acheter du local et équitable aussi, hein. Ça existe. Pas la banane, bien sûr, ni le cacao, ni le café. Mais d'autres produits, hein, tout ce qui est fruits et légumes, on en trouve. Hein. On en trouve dans le sud-ouest, on trouve de la production qui est labellisée en commerce équitable. Et attention, le local ne veut pas dire forcément bien produit. Hein. Mais en fait, Ou équitable. moi, je vois pas où les trouver, ces produits. Honnêtement, je trouve le chocolat, on le voit facilement dans les magasins bio. Mais les produits français équitables, en fait, il y a peu de communication dessus et on ne sait pas forcément C'est vrai. où les trouver. Je vous rejoins, ouais, sur par exemple tout ce qui est fruits et légumes, vous allez dans des magasins spécialisés en bio, c'est pas forcément précisé que c'est équitable. Moi je le reconnais parce que je vois les coopératives en fait, le nom des coopératives dessus. Mais ça manque de lumière justement là-dessus, c'est vrai. Surtout ce qui est nord-nord. Quand du coup je pense aux produits français avec une rémunération équitable pour les producteurs, je pense à C'est qui le patron ? Est-ce que vous travaillez avec eux ? Alors, on ne travaille pas avec eux, mais c'est en effet une démarche qui est complémentaire, tout à fait, avec l'idée de payer correctement les producteurs. Tout à fait. Alors, je vous ai dit que dans les années 80, c'était une innovation de mettre un label. Alors ça vous fait sûrement doucement rigoler, puisque quand on voit l'ensemble des labels qui peuvent exister maintenant et de se demander si c'est vraiment un label et qu'est-ce qu'il y a derrière. Moi, je fais un cours de 3 heures à des étudiants pour leur expliquer toutes les questions qu'il faut se poser quand on voit un rond. Qui porte le cahier des charges, qui le définit, qui le contrôle, comment c'est payé, quel est le modèle économique derrière, quels sont les critères. Mais sur c'est qui le patron, justement, c'est une question qu'on s'est posée quand ils sont apparus, puisqu'on dit c'est nous les consommateurs qui vérifions nous-mêmes le cahier des charges. Alors maintenant, ils ont évolué. Hein. Maintenant, il y a des certificateurs qui viennent aussi voir avec les consommateurs. Et nous, en ayant une démarche pionnière de certification et de labellisation et de certification, on s'est tous réunis au sein de Fairtrade International pour créer un certificateur au départ qui était en interne au début des années 2000. Il était d'ailleurs à Paris. Et puis, en disant, mais c'est pas possible, on peut pas avoir celui qui vérifie le cahier des charges qui est à côté de celui qui fait le cahier des charges. Parce que sinon, ils vont dire, est-ce que ce critère, tu pourrais le changer ? Parce que comme ça, on aurait plus de gens qui seraient certifiés, donc ça nous ferait plus de chiffre d'affaires. Donc maintenant, il y a un labellisateur, un certificateur, qui est indépendant et qui a lui-même contrôlé pour vérifier qu'il est bien indépendant par nous, l'organisation qui définissons le cahier des charges. Et toute cette démarche-là, c'est vraiment une question à se poser à chaque fois quand on voit un petit rond
Vous avez parlé de Nestlé. Il y a plusieurs grandes entreprises qui ont créé leur propre démarche de développement durable. Et en fait, il y a différentes possibilités. Soit c'est elles qui définissent le cahier des charges pour les producteurs et qui le contrôlent en interne, soit c'est elles qui le définissent, c'est quelqu'un en externe. Mais en fait, sur toutes ces, c'est juste pour dire que sur toutes ces démarches de certification et qu'on voyait un label, il faut vraiment se poser la question de qui est-ce qu'il y a derrière. Et donc nous, parmi tout cela, on est une ONG, on est comme C'est qui le patron, c'est des citoyens qui se sont dit, nous, on voudrait que ce soit rémunéré différemment. Et après, comment c'est contrôlé? Est-ce que vous pensez que si c'est des consommateurs qui vont voir, est-ce qu'ils auront l'expertise pour détecter les éléments, ou est-ce qu'il faut qu'il y ait aussi un certificateur dont c'est le métier qui va aller contrôler ce qu'il y a derrière? Et c'est toutes ces questions techniques qu'on doit aussi se poser. Alors pour la petite question de pourquoi moi je ne consomme pas tout en commerce équitable, j'avais une réponse que certains d'entre vous doivent avoir aussi, qui sont dans mon cas, c'est mes enfants. Et vous savez, la pâte à tartiner en question, à chaque fois, je leur dis, donc là, tu es en train de manger de l'huile de palme qui est en train de déforester, mais dans ce combat de tous les jours, moi-même, de là où je suis, et après mes 20 ans dans le commerce équitable, des fois, je laisse tomber certains combats, mais c'est vraiment c'est démontrer que avancer et faire de mieux en mieux, c'est déjà bien. Il ne faut pas se culpabiliser et dire puisque la marche elle est trop haute, donc je ne vais rien consommer, mais se dire moi j'adore le chocolat et je ne peux pas m'en passer. Donc déjà tout mon chocolat il est forcément commerce équitable. Bon, le thé aussi. Puis après j'essaye petit à petit un autre produit, parce qu'à chaque fois il faut comprendre quels sont les labels qu'il y a derrière. Et en tant que consommateur, c'est vraiment quelque chose à se poser, toute cette question-là de qu'est-ce qu'il y a derrière les labels et derrière les démarches, et qu'est-ce qu'on est prêt nous à soutenir en fonction de nos critères, quoi. Peut-être pour rajouter. Ah, c'est fini. Ok, dommage. Allez, le mot de la fin, vas-y. Non, je trouve qu'en fait, c'est très compliqué pour les consommateurs de comprendre l'exigence du label, surtout du label privé. C'est-à-dire que si on prend Starbucks avec le café, donc ils ont un label en interne qui s'appelle café, il est extrêmement exigeant. Et si on n'est pas du milieu, on ne peut pas savoir. Par contre, on va avoir d'autres acteurs. Je ne vais pas les nommer parce que du coup, c'est pas sympa. Mais en tout cas, ils ont des labels autoproclamés avec quelqu'un qui va venir pour regarder. C'est plus du marketing et de la bonne conscience que vraiment de l'impact. Voilà. Donc oui, alors vas-y. Il y a un guide des labels du commerce équitable qui existe sur votre moteur de recherche préféré. Vous pouvez taper guide des labels et vous aurez déjà une bonne lecture de tous les labels qui sont reconnus par les milieux du commerce équitable comme étant du commerce équitable. Il n'y a pas que Fairtrade, Max Havelaar. Et au contraire, tous ceux qu'on trouve n'ayant pas les critères minimums pour pouvoir dire ils sont vraiment, ils répondent aux objectifs qu'on se donne, qu'on vous a décrits depuis le début. Merci à vous trois, merci à vous toutes et tous pour votre attention et vos questions, et puis très bon salon. À bientôt.